Donc, merci de m'avoir invité à faire cette présentation. J'espère que vous voyez mon écran. Et Oui, donc, très bien. voilà. Donc, je suis Grégoire Ray, je suis statisticien épidémiologiste et je vais donc vous présenter France Cohort, dont l'unité de service que je dirige, une infrastructure facilitant la production et le partage des données en épidémiologie. Avec donc du coup ce focus sur le partage dans le cadre de l'Open Science Week. Je vais donc d'abord présenter le projet France Cohort dans sa globalité, puis ensuite je viendrai un peu plus en détail sur les aspects de démarche, faire la documentation des données notamment, et son rôle clé pour faciliter le partage des données. Alors, comme son nom l'indique, France Cohort, son champ d'action, c'est une infrastructure qui fournit des services pour les cohortes. Donc les cohortes, c'est donc des enquêtes populationnelles qui ont pour caractéristique d'observer des individus, des populations sur souvent du long terme, entre 5 et 40, 50 ans, à une échelle fine. On parle d'objets scientifiques, et en respectant les droits des personnes, parce qu'en fait, il s'agit, in fine, d'étudier les faits de différents facteurs sur la santé, et du coup, dans le cadre d'une démarche épidémiologique. Alors, il y a deux grands types de cohortes: les cohortes en population générale, où on va plutôt euh, inclure des individus issus de la population générale, plutôt sains, et on va les suivre assez longtemps et regarder selon un certain nombre de caractéristiques mesurées en amont la survenue de différents événements de santé ou de comportements de santé. Et les cohortes cliniques, où on va plutôt inclure des individus au moment de l'incidence d'une maladie et les suivre suite à la survenue de cette maladie. Donc, c'est des patients qui vont être suivis et sur lesquels on va essayer de voir l'influence de tel ou tel traitement, de telle ou telle stratégie de soins. Donc, il se trouve que au niveau voilà, du paysage français, l'INSERM joue un rôle national, évidemment, sur la recherche médicale. Il y a 1% de la population française qui est en lien avec une cohorte Tes chaussures INSERM. spécifiques. Ah, j'entends des gens. Euh, Et, euh, et donc, chaque cohorte en fait représente souvent une équipe en tant que telle, une infrastructure de recherche. Et il y a des spécificités, il y a quand même un matière à mutualiser des efforts et des coûts. En particulier, il y a une petite douzaine de cohortes qui ont été créées suite aux investissements, à la campagne des investissements d'avenir qui était fin des années 2000, début 2010. Et, euh, et ces cohortes ont fait suite à un appel d'offres concurrentiel. Et donc là, 10 ans après la mise en place de ces cohortes, il y avait un enjeu de mutualisation des services et des infrastructures associées à ces cohortes. C'est un peu ce qui est à l'origine de France Cohort. Alors, prenons l'exemple de la cohorte d'enfants ELF, qui est une cohorte qui a été avec une inclusion à la naissance. Et donc, où on voit qu'au cours on va de gauche à droite de la naissance, alors aujourd'hui, on est au-delà des 10 ans, mais sur cette cohorte, il y a eu un grand nombre de questionnaires, de recueils de données biologiques, socio-économiques, comportementales, bien sûr, plutôt auprès des parents dans un premier temps, et puis peu à peu, avec les enfants qui grandissent, on va changer les modalités de recueil. Arrivant aux âges de l'adolescence, on va commencer à recueillir directement l'information auprès des participants. Donc différentes modalités de recueil qu'on peut appeler du recueil actif. Et depuis du coup l'avènement de ce qu'on appelle le système national des données de santé notamment, ce qui s'est développé, c'est la notion de suivi passif, où on va recueillir de l'information sans forcément revenir auprès des personnes, à travers des chaînages de données. Alors, en ce qui concerne ELF, c'est du chaînage avec le système national des données de santé qui contient toutes les données de l'assurance maladie, les données de mortalité, les données d'hospitalisation, les données de surveillance environnementale ou les données d'évaluation scolaire,
issus de l'éducation nationale, typiquement, pour avoir des informations qu'il n'est pas nécessaire de redemander et qui seront certainement moins bien renseignées lorsqu'on les demande directement auprès des personnes. Exemple de connaissances apportées par des cohortes, on a l'identification de facteurs de risque contrôlables de maladies cardiovasculaires dans une cohorte très connue aux États-Unis dans les années 50, la cohorte de Framingham, sur donc une zone géographique très, très définie, les effets à long terme de la pollution atmosphérique aux États-Unis aussi, identification des effets des traitements prescrits lors de la ménopause sur le risque de cancer du sein, avec les participantes de la cohorte E3N à la fin des années 90, qui avait permis de mettre ça en évidence, l'effet d'exposition précoce au chlordécone, l'effet de l'alimentation ultra transformée et de pesticides sur le risque de cancer dans la cohorte Nutrinet Santé, qui a fait pas mal de bruit ces dernières années, et l'étude des facteurs de risque, des formes graves ou longues de Covid. Une cohorte qui a pu se mettre en place extrêmement rapidement, c'est la cohorte EPICOV, et puis des cohortes existantes qui ont pu aussi inclure des questionnaires et du recueil dédié au Covid-19 en urgence dans cette période très compliquée. Donc la particularité donc de ces cohortes, c'est que dans la mesure où elles recueillent des informations à l'inclusion ou au cours du suivi et parallèlement suivent la survenue d'événements de santé, on a une forme d'indépendance entre la survenue des événements de santé et le recueil des informations sur l'exposition, ce qui généralement est considéré comme permettant de mettre en évidence des associations proches de l'inférence causale et qui permettent donc un niveau de preuve assez élevé. C'est pour ça que les cohortes, on le voit en poupe en épidémiologie. Alors, France Cohort, c'est aussi fondé sur un écosystème institutionnel. C'est un projet initié et coordonné par l'INSERM en relation avec ses partenaires. Mais en co-tutelle de France Cohort, on a aussi l'Institut national d'études démographiques qui possède une grande expertise pour monter des enquêtes en population générale. Et puis des universités qui sont co-tutelles d'un certain nombre de cohortes, l'Université Paris-Cité, Sorbonne Université et l'Université Paris-Saclay, sur lesquelles on va avoir un certain nombre de cohortes qui sont dans le périmètre de France Cohort. Les cohortes associées au départ du projet, on a des cohortes d'enfants comme Elf et Pipage, CKD1 qui est une cohorte clinique sur le rein, la cohorte Marianne qui est une cohorte qui est arrivée un peu plus tard mais qui porte sur les troubles autistiques, la cohorte Coblence, la cohorte Radico qui est plutôt une plateforme de cohortes autour des maladies rares, la cohorte Coopère qui est aussi sur les cancers de l'enfant, Hépater qui est plutôt sur les hépatites, et puis là on héberge ces cohortes-là, on fournit un grand nombre de services à ces différentes cohortes. Et puis, dans plutôt une optique accompagnement, collaboration, on travaille avec E3N Génération. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est une grande cohorte des femmes de l'éducation nationale. L'enquête EPICOV qui s'est montée au moment du Covid, l'enquête Psycho et les enquêtes Constance. Donc, une grande cohorte avec lesquelles on a des collaborations pour arriver à des standards communs, avec des méthodologies communes et autant que possible développer des outils communs. Et il faut savoir que donc France Cohort est financé par le ministère, a bénéficié des investissements d'avenir et inscrit sur la feuille de route des infrastructures nationales et sur la feuille de route des infrastructures de recherche. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est France Cohort, c'est d'accompagner les scientifiques autour de services de recueil de la donnée, un point clé évidemment de la construction d'une cohorte, traitement, nettoyage, stockage, mise à disposition des données, tout au long de la vie de leur cohorte. Donc là, le point focal, c'est l'expertise en épidémiologie, en santé publique, et en recherche clinique, puis en statistique, en fait, autour de tous ces traitements, pour veiller à ce que les services qui sont mis en place soient conformes à ces métiers qui sont les métiers fondamentaux du suivi de cohorte et de la mise en place de cohorte. L'importance d'un hébergement souverain des données, conforme aux exigences de sécurité. On verra que c'est un point important à la fois pour l'hébergement, la gestion des données et le partage des données, parce qu'on est sur des données personnelles, de santé, donc ils sont particulièrement sensibles pour certaines d'entre elles, et avec une exigence de sécurité qui est montée en charge avec l'arrivée du système national des données de santé qui exigeait, pour obtenir les données de ce système national et pouvoir les appareiller à une cohorte, le respect d'un référentiel très élevé par rapport à ce qui se faisait jusque-là.
Le respect de la réglementation, et notamment le RGPD. Tous ceux qui traitent aujourd'hui de données de santé à caractère personnel savent que c'est pas une mince affaire, cette réglementation. Démarche de science ouverte, et donc c'est bien l'enjeu du jour, avec notamment une forte impulsion du ministère de la Recherche autour de ces sujets, de comment ouvrir correctement les données, comment les rendre visibles, accessibles. Ça va être ce que je vais développer par la suite. Et puis interaction avec le ministère de la Santé, parce qu'il y a d'autres infrastructures qui sont montées. Bon, le SNDS, j'en ai parlé, mais le S-Data Hub, qui s'appelle aussi la plateforme des données de santé, et l'Agence du numérique en santé, donc qui ont des rôles avec lesquels on doit interagir pour veiller à ce que du coup la donnée de santé puisse être, appariée, mise à disposition de la recherche, et qu'on puisse aussi partager des standards et des façons de faire. Alors, bon, l'idée, je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait un certain nombre de cohortes qui existaient, et que c'était de les aider et de les aider à être pérennisés, parce qu'il y avait aussi des ressources humaines à pérenniser autour de ces sujets, sans perdre et en consolidant le niveau scientifique, si possible, en permettant de faire des choses qui étaient peut-être pas faciles à faire à une échelle locale, en gagnant en visibilité, et notamment à travers la valorisation des données, puis en garantissant la protection des volontaires, en améliorant du coup la sécurité des données. Pour être clair sur la répartition des rôles, ici, une équipe d'une cohorte, c'est une équipe d'épidémiologistes qui ont une idée, ou de cliniciens, mais qui ont une idée scientifique, un protocole scientifique initial, qui doivent concevoir ce protocole scientifique. France Cohort, qui est dans la colonne de droite, au niveau de la conception, va apporter du support, par exemple, sur comment vous concevez votre questionnaire, comment on fait en sorte que vous ne faites pas des questionnaires trop longs, vous posez des questions avec des modalités pour lesquelles vous pensez avoir une bonne capacité de réponse, et surtout de participation. C'est un enjeu essentiel à la cohorte, c'est que les personnes qui sont incluses dans une cohorte participent. Le recueil actif, le nettoyage des données, et donc il y a une notion de management des données, d'implémentation de ces traitements. Nous, France Cohort, propose des outils et du support et de la formation. Le recueil passif avec appareillement recette, où là on va être aussi en support et proposer des outils, mais on va être en support assez actif parce qu'on est sur quelque chose, surtout sur l'appareillement SNDS, qui est très transverse à toutes les cohortes. La partie analyse, data science, visualisation, on est à peu près dans le même cas de figure. Donc on va pas faire les analyses France Cohort, mais on va aider autant que possible à ce qu'elles puissent être faites avec les outils qui sont adaptés à cela. Et puis la partie documentation, démarche faire, réutilisation, valorisation, où là on va être un peu plus dans le proactif, dans le management, dans la standardisation, les choix des standards, la formation à l'adoption des bons réflexes de la science ouverte, même si le contenu de la donnée revient, et l'expertise et la connaissance revient à l'équipe porteuse de la cohorte. Alors, un point, donc la structuration des services que propose France Cohort, là, le point assez central, c'est les services et outils informatiques de recueil et de traitement de données. Donc, je reviendrai en détail après, mais c'est des services qu'on propose en collaboration étroite avec le département système d'information de l'INSERM, et associé à ces services informatiques, un appui réglementaire pour mettre en conformité la recherche. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un point souvent bloquant, hein, ou en tout cas très chronophage pour les chercheurs, de cette mise en conformité. Donc, il y a un besoin fort exprimé par les chercheurs d'appui sur ces sujets, et autant que possible de simplification des démarches pour ne pas avoir à écrire 10 fois la même chose, et qu'on puisse capitaliser sur l'expérience acquise. Donc les signatures de conventions de partenariat, l'accompagnement à la rédaction d'analyse d'impact, les conseils et les modèles juridiques, y compris sur les modalités de partage de données, parce que le partage, ça peut être une très bonne volonté de la part des équipes, mais ça peut être assez compliqué à mettre en œuvre si on veut être conforme à la réglementation, dans le cadre des données de santé de cohorte. Donc une partie documentation et valorisation, tout un pan de services autour de ça, l'accompagnement à la rédaction du plan de gestion de données, et la mise en œuvre de la démarche faire, la structuration de la documentation, j'y reviendrai, l'interopérabilité des métadonnées, suivre un standard et pas avoir chacun un standard de métadonnées spécifique,
mettre en ligne un catalogue de variables et une documentation associée, et puis faciliter l'utilisation secondaire des données avec des outils de gestion workflow de décision sur qui décide de mettre à disposition et de vérification de la conformité des traitements de réutilisation de données. Un aspect communication, animation de réseau. Alors, la communication a plusieurs sous-ensembles. Il y a un ensemble dont j'ai déjà évoqué dans la slide précédente, c'est l'accompagnement dans la rédaction de protocole ou dans l'interaction qu'on a avec les participants aux enquêtes longitudinales, puisqu'il faut qu'ils restent actifs et participants dans l'enquête pour que pour que l'enquête et la cohorte aient vraiment une, une qualité de suivi qui permet de ne pas avoir de biais. Si vous avez beaucoup de gens qui partent de la cohorte et qui ne sont pas tirés au hasard, typiquement, ce qui est rarement le cas, ils ne sont pas tirés au hasard, les gens qui partent d'une cohorte, on va souvent perdre en généralisation, on va biaiser les analyses, donc c'est extrêmement essentiel de continuer à communiquer avec les participants et pour veiller à leur engagement dans la cohorte. La valorisation des cohortes, c'est une valorisation, faire savoir que ces cohortes existent, ça permet aussi d'engager des participants, faire savoir qu'on en tire des résultats intéressants, et puis bien sûr pour les chercheurs, c'est aussi une façon de susciter des collaborations avec des équipes internationales ou autres. Support mutualisé et design d'expérience utilisateur, structuration groupe de travail, là c'est plutôt la communication interne avec les porteurs de cohorte pour qu'on travaille ensemble à améliorer la compréhension de chacun sur l'utilisation des services. Et d'ailleurs, accompagnement utilisateur, où là, on va développer des formations, tutoriels, gestion électronique des documents, centre de service, gestion des demandes et assistance utilisateur. Alors, plus spécifiquement sur les outils informatiques, au-delà du fait que quand une cohorte arrive auprès de France Cohorte, il faut qu'on étudie la faisabilité de la prendre en charge et les enjeux de contractualisation. Ensuite, il y a cette phase de collecte de données à travers, par exemple, des questionnaires web ou gestion de campagne de collecte auprès des participants à une enquête. L'intégration, la phase d'intégration de données de collecte ou d'autres sources comme les données du SNDS dans le système d'information de France Cohorte, avec une phase de pseudonymisation nécessaire, notamment quand on veut respecter le référentiel de sécurité SNDS. Typiquement, les données directement nominatives qui sont nécessaires dans une cohorte pour faire garder une base contact pour recontacter les cohortes, leur reproposer des questionnaires multiples. Les données de contact ne doivent pas cohabiter avec les données du SNDS. C'est deux bases qui doivent être de façon logique séparées. La mise en qualité des données, le nettoyage de traitement statistique avec des outils ad hoc, le stockage de données structurées ou non structurées, avec les outils qui permettent de le faire de façon la plus pertinente possible. Et ensuite, des outils d'analyse, de calcul statistique, de machine learning, qui bien souvent sont quand même à peu près les mêmes que ceux qui sont les outils de mise en qualité d'ailleurs. Genre typiquement SAS, Jupyter, et les outils de partage des données, de traçabilité et la génération de données synthétiques, des données en l'occurrence fictives, qu'on peut générer à partir des données réelles pour pouvoir les partager avec des chercheurs à l'extérieur, ce qui leur permet parfois de se projeter dans un traitement, savoir connaître un peu la structure réelle des données et voire aller jusqu'à faire leur protocole d'analyse sur des fausses données pour ensuite, à travers un partenariat avec l'équipe productrice, faire tourner ce protocole sur les vraies données, obtenir les vrais résultats. Et une façon un peu de séparer aussi la phase la phase de conception du protocole et la phase d'analyse réelle pour éviter typiquement des faux positifs ou de faire tourner des protocoles pour obtenir les résultats souhaités. Bon, et puis les services d'accompagnement transversaux que j'ai évoqués tout à l'heure sont également indiqués dans cette diapo. Alors, j'entends encore du bruit. Donc ça, c'est un exemple, enfin c'est pas un exemple, c'est le schéma un peu de circulation de la donnée pour respecter un petit peu ici en fonction des profils d'utilisateurs, l'accès à des bases, la base ou l'environnement de collecte de données, où on va voir que la base contact dont j'ai parlé tout à l'heure, qui contient des données directement identifiantes, est bien séparée
des bases plus sensibles, typiquement du SNDS, qui, elles, on voit, vont plutôt entrer dans des environnements plus sécurisés où il y a une forte séparation des données de contact, des données génétiques, des données de localisation, des données de santé qui ont un statut particulier au regard de la réglementation et qu'il faut stocker de façon avec des chiffrements distincts sur des zones différentes. Et puis tout un protocole pour mettre à disposition les données ou les sortir même dans un environnement extérieur avec des autorisations dédiées. Donc tout ça doit être procéduré un maximum pour obtenir les homologations de sécurité ad hoc. Le tout étant hébergé dans un environnement hébergeur de données de santé. Alors, par ailleurs, sur les services proposés, je l'ai dit, de France Cohort, il y a une animation de la communauté. Alors, on participe dans le périmètre très vaste des cohortes au club cohort qui est piloté par l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM. Mais on essaye aussi d'animer plus spécifiquement des groupes de travail autour de la démarche FAIR, autour du SNDS et des statistiques, autour du système d'information, autour de la collecte, du data management et de la communication. Et dans ces groupes de travail, on va évoquer l'actualité, les outils, la veille, le partage d'expérience. Voilà. Et puis, on va aussi essayer d'améliorer en permanence le parcours utilisateur pour les phases de contractualisation, d'appui réglementaire, de préparation technique, de férisation des données, de recueil, de traitement de données appareillement, mise au catalogue et partage contrôlé des données. Donc, on reprend un peu le schéma type plan de gestion de données qui permet du coup de suivre de bout en bout le système. Donc la feuille de route, voilà l'ordre dans lesquels les cohortes ont été intégrées dans France Cohort. C'est des phases d'intégration qui peuvent être longues, donc notamment sur la partie réglementaire. Quand ces cohortes n'étaient pas conformes à la réglementation existante, ça peut prendre un temps qui n'était pas forcément prévu au départ. C'est pas juste un pur temps technique, l'intégration d'une cohorte. Alors, donc là, je passe, maintenant que j'ai présenté France Cohort, je passe à l'enjeu de la démarche FAIR en épidémiologie, de façon un petit peu plus large, pour évoquer un petit peu comment on travaille sur le partage des données en épidémiologie. Alors, la démarche FAIR, il y a une phase d'interopérabilité, donc qui dit interopérabilité dit choix de standard. Et ça, c'est assez commun à la problématique de choix de standard général, notamment dans la recherche. Bien souvent, les chercheurs veulent récupérer le maximum de données de différentes enquêtes pour avoir le maximum de puissance statistique, et donc le maximum d'individus, de cas, de témoins. Et donc, ils font des consortiums. Et donc, le fait de choisir des standards communs, évidemment, facilite ce travail. Ça permet aussi de reproduire sur des populations hétérogènes des traitements identiques. Ça permet d'avoir des outils maintenus au niveau international de traitement de la donnée. Ça, c'est le pour, le choix de standards communs. Le contre qui arrive parfois, c'est que des standards vont à l'encontre de l'innovation ou de la recherche d'originalité, de traiter quelque chose de très spécifique, spécificité de la mesure, et aussi de devoir s'adapter à des normes et usages locaux qui sont pas initialement ne permettent pas d'appliquer un tel ou tel standard. Donc il y a une tension sur laquelle on ne peut pas juste dire c'est tel standard et ça ne se discute pas. Des arguments de faisabilité ou scientifiques peuvent venir à l'encontre du fait de pouvoir appliquer des standards. Sur les enjeux de la donnée elle-même, et on va le voir dans le cadre de la documentation, il y a un enjeu de connaissance des données. On est dans le cadre de données issues d'un protocole scientifique ou administratif, notamment quand on récupère des données du SNDS. Et pour la réutilisation des données, il est important de bien connaître le processus de production et de ses évolutions. Là, je prends un exemple de ma casquette antérieure, quand je dirigeais le service qui produisait la statistique sur les causes médicales de décès, mais elle s'applique pas mal à des cohortes parce que la plupart vont aussi travailler sur la mortalité. Si on regarde ce graphique de droite, on voit que la mortalité par pneumonie, si on suit les statistiques nationales, diminue drastiquement en 2000. Bon, si on n'y prête pas attention, c'est une règle très très bête, mais il y a eu un changement de classification internationale des maladies et des règles de choix de la cause de décès, la cause initiale de décès en 2000, en fait, en France, qui explique complètement cette évolution. Alors, c'est évidemment un sujet simple, mais il est évidemment beaucoup plus lourd pour les données de cohorte ou du SNDS, où on va avoir des centaines, voire des milliers de variables.
sur lesquels ce type de règle va pouvoir s'appliquer et où on peut voir que du coup, n'importe quelle analyse temporelle pourrait tirer des conclusions fausses sans avoir pris en compte ce type de problématique. Donc il y a un fort besoin de documentation et de transparence à une échelle assez fine. En autre exemple, si on fait une étude spatiale de la distribution du suicide en France, on se rend compte que on va avoir des taux des proportions de suicides notamment en Bretagne qui vont être élevés, alors que à Paris, Lyon, Cayenne, on va avoir des proportions de suicides dans la mortalité qui sont faibles. Et en réalité, on se rend compte que c'est très lié à la proportion de décès de causes inconnues, parce que quand on connaît le processus de production de la donnée, on sait que derrière une mort suspecte et il y a une autopsie, et la donnée remonte pas forcément en fait au niveau du centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, et donc ça fausse les statistiques. Donc l'analyse spatiale dans ce cadre-là, si vous commencez à vous demander si habiter en Bretagne est un facteur de risque de suicide, vous allez tirer des conclusions fausses. Et ça, c'est pas fictif, il y a vraiment eu des erreurs d'analyse fondées sur la méconnaissance de la donnée. Donc il faut bien sûr bien connaître ces données, systématiser ce type d'études, évidemment essayer d'améliorer la connaissance. Et c'est pourquoi une façon de faire, c'est aussi d'enquêter sur la donnée elle-même, a posteriori de l'enquête, essayer de voir qu'est-ce qui se cachait derrière une information, si la cause de décès était une intention à déterminer, combien de suicides se cachaient derrière, en allant creuser, en allant demander spécifiquement qu'est-ce que vous vouliez dire par intention à déterminer, qu'est-ce qui était le plus probable, etc. Et comme ça, on récupère 10% de suicides en France et on obtient une statistique fiable. Donc, des enjeux de méthodologie qui ne sont pas forcément les plus sympathiques à mettre en œuvre parce qu'ils sont extrêmement vastes. Donc, il faut capitaliser sur la connaissance et pour éviter des erreurs d'analyse. Si on essaie de le formaliser un peu sur le plan de ce qu'on appelle l'inférence causale. L'inférence causale, c'est quoi? C'est essayer de mettre en évidence le lien entre le facteur A, facteur d'exposition, et la survenue de l'événement Y, qui est par exemple la survenue d'une maladie. En réalité, on mesure souvent, non pas A exactement, c'est pas l'exposition, mais c'est une mesure de l'exposition qu'on appelle A étoile, et on mesure pas vraiment Y, mais Y étoile. L'écart qu'il peut y avoir entre là, ce qu'on veut vraiment mesurer et ce qu'on mesure, on va appeler ça UA, et pareil pour Y, on va appeler ça UY. Et en fait, si il y a un lien entre l'écart, par exemple sur le suicide, le fait qu'en Bretagne, Bretagne ça va être A, le fait d'être en Bretagne, donc A c'est bien mesuré pour le coup, mais la différence d'écart entre ce qu'on voulait vraiment, le suicide, et ce qu'on a vraiment mesuré est liée au fait d'être en Bretagne, et ben on biaise l'analyse. Voilà, donc, et puis il y a des cas de figure un peu plus complexes, mais je ne rentre pas dans le détail. En bref, quand on fait de l'épidémiologie, bien sûr, il faut minimiser les écarts de mesure entre ce qu'on veut mesurer et ce qu'on mesure vraiment, mais il faut bien sûr documenter, identifier les biais spécifiques de l'objectif poursuivi et du design de l'étude pour essayer de minimiser les cas d'erreur potentiels. Et c'est pourquoi on a proposé d'adopter le standard qui s'appelle le standard DDI pour Data Documentation Initiative, qui permet de dire ce qu'on veut mesurer et aussi quel est l'outil de mesure réellement utilisé, et autant que possible, du coup, de décrire les écarts derrière potentiels entre l'outil de mesure et le concept qu'on souhaite mesurer. Et puis enfin, voilà, dans l'analyse, il faut prendre en compte l'incertitude qui est associée à ces écarts. Quelques exemples d'initiatives appliquant avec succès une démarche FAIR sur les données de sciences humaines, parce que c'est souvent les sciences humaines qui se sont quand même penchées sur ces écarts mal connus en fait entre la mesure réelle et puis la mesure la mesure conceptuelle qu'on souhaitait faire. Closer Discovery, qui est un catalogue de données qui applique le standard DDI sur 11 études longitudinales. Ils ont fait un effort énorme pour documenter cette information. Initiative anglaise, donc très impliquée dans le standard DDI. Et ils ont un portail qui permet de documenter ça. Alors, le défaut de ce portail et des portails qui vont documenter extrêmement finement la connaissance, ils vont être utiles pour ceux qui traitent vraiment de la donnée et qui veulent vraiment rentrer dans le détail de l'information. C'est un peu plus difficile pour celui qui veut juste découvrir est-ce qu'il y a des informations qui
me servent ou qui pourraient être pertinentes pour l'idée scientifique que j'ai au départ. C'est pas forcément adapté pour ça. Il y a une autre initiative, Life Course, qui a plutôt, elle, suivi le schéma inverse, c'est-à-dire, vraiment, faire des grandes catégories de concepts sur lesquels on peut facilement voir, si je veux chercher de la donnée qui pourrait répondre à mon besoin, on peut facilement le voir, quelles cohortes, sont susceptibles de répondre à mon besoin, et dans un deuxième temps, il faudra échanger directement avec la coop pour avoir l'information très précise, très fine, des biais potentiels, de dans quelle mesure, des standards sont adoptés. Est-ce que je me trompe lorsque je fais une analyse, qui regroupe un certain nombre de ces cohortes? Donc il y a le catalogue DataINet qui est, plutôt un catalogue de découverte de données aussi, et qui est bien fait. Il faut savoir on est en train de mettre en place un portail, aussi au niveau de l'INSERM, qui s'appelle FRESH, pour France Recherche en Santé Humaine, et qui va reprendre un schéma de documentation des données de recherche en santé humaine au-delà des cohortes, et sur lesquelles on va appliquer les mêmes standards, d'EDI. Voilà, et puis enfin une plateforme, Dementia Platform UK, qui fait à la fois du visuel, sur des cohortes, sur, des grandes informations statistiques qui permettent de savoir ce qui est disponible dans une cohorte. Il y a une approche intégrée de la documentation, et ça va pas au niveau de finesse que j'évoquais tout à l'heure, qui serait utile pour l'analyse et pour éviter les biais. Mais c'est un outil qui combine assez bien la partie, valorisation des données, et la partie, heu, démarche d'approche et d'accès aux données. Donc France Cohort, nous, on est dans cette même démarche en construction continue, avec des groupes de travail, je le disais, jusqu'au premier cas d'usage. On a eu des échanges avec tous ces acteurs, Sciences Po, INSEE, pour mettre en place notre documentation, qui bénéficie donc d'une expérience acquise, parce que France Cohort finalement a été créé réellement en 2021, hein, donc on est plus frais. Échange avec des experts nationaux et internationaux, retour d'expérience, atelier autour d'une modélisation commune, de données, parce que c'est des standards qui sont quand même complexes à manipuler. Il faut, à l'intérieur du standard, se mettre d'accord sur des standards encore plus spécifiques, et on participe, donc aux conférences internationales. On met l'accent sur la spécificité des cohortes qui, par définition, font un suivi longitudinal, un suivi dans le temps des individus, et qui permet donc de décrire comment évolue, par exemple, le recueil d'une information au cours du temps. En 40 ans, il est rare qu'une information soit recueillie exactement pareil, à l'inclusion, et 35 ans plus tard. Donc ça a des conséquences sur les standards. Au sein de France Cohort, donc on a effectivement mené des ateliers avec, les fameux porteurs de cohortes que j'évoquais tout à l'heure. On a collecté des documents existants pour les documentations existantes pour certaines cohortes. Aucune de ces cohortes n'a appliqué un standard existant de documentation, donc mettre ça dans un même, disons un même package, c'est déjà un énorme travail de standardisation. Et on a pu faire un état des lieux du degré d'avancement des cohortes dans la démarche, du besoin d'accompagnement, des terminologies à cibler, du besoin des cohortes de valorisation, et bien sûr, on a abouti logiquement sur la nécessité de ce fameux catalogue de métadonnées, basé sur la documentation existante, donc qui sert à la fois d'outil pour les producteurs de structuration de l'information, et d'outils pour les réutilisateurs de compréhension de ce à quoi ils vont accéder. Bien sûr enrichi par l'expertise métier, avec une partie technique qui est, le plus possible transparente pour les corps, parce que ces standards de métadonnées ne sont pas, très connus, du grand public, et pas forcément extrêmement simple à utiliser. Alors, pourquoi un catalogue de métadonnées? Je ne vais pas y revenir longuement, hein. C'est un processus coûteux, la standardisation, et ça valorise, le travail en permettant de documenter les questions posées et leur représentation, d'homogénéiser les descriptions de variables, d'aligner la documentation et les concepts associés vers des terminologies standards, et derrière, faire une exposition au grand public pour pérenniser la connaissance et donner une visibilité aux données récoltées. Et la documentation dans un standard de métadonnées, permet ensuite évidemment de travailler sur des outils qui sont reprenables, ou on peut reprendre des outils déjà développés. Par exemple, DataINED, que je montrais tout à l'heure, c'est fondé sur l'outil NADA, qui est développé par la Banque mondiale,
et qui nous permet de ne pas avoir à redévelopper un catalogue spécifique et de repartir de cette base et qui est déjà assez mûr et pour faire une valorisation des données de façon relativement simple. Donc si les données des cohortes sont un trésor pour la recherche, le catalogue en est le plan d'accès. Le standard qui permet du coup derrière un certain nombre de concepts mesurés, mais de s'appuyer sur un langage commun, on a choisi pour l'instant de retenir la terminologie MESH qui est un thésaurus qui est beaucoup utilisé par la National Library of Medicine, qui fait du coup de l'archivage, enfin qui récupère tous les articles scientifiques publiés, notamment en langue anglaise, et qui attribue des concepts, les mots-clés en fait associés à chaque article sont issus de cette terminologie MESH, et on a pensé que dans le cadre scientifique, c'était, et notamment en recherche médicale et en recherche en santé, le bon référentiel de concept à utiliser comme un référentiel central. D'autant plus qu'il est intégré dans des métathésaurus, il est référencé, notamment dans l'outil du SysMef de Rouen. Et donc, l'enjeu maintenant, pour nous, c'est que chaque concept qui est mesuré dans une cohorte, on puisse le rapprocher d'un concept mesh, de façon ensuite à avoir un standard de concept, y compris pouvoir dire que par rapport à un même concept, les outils de mesure associés à ces différents concepts peuvent être différents d'une cohorte à une autre, et ainsi identifier quels sont les standards les plus fréquemment utilisés en vue d'une éventuelle recherche d'interopérabilité. Donc on a déjà un petit exemple du catalogue France Cohorte, mais qui est naissant parce qu'on est en train d'enrichir la documentation des cohortes. Il contient déjà des extraits de CKD1 et de ELF, mais il n'est pas encore ouvert au public. L'idée, c'est de valider la modélisation de ces études et de description et de navigation. Et puis il est probable qu'on parte sur un outil un peu plus user-friendly, un peu plus sexy pour vraiment valoriser les données. Là, pour l'instant, on est sur une phase disons, d'apprentissage et de test. Et à terme, on veut semi-automatiser, utiliser autant que possible l'intelligence artificielle pour reconnaître les concepts dans les cohortes et faire une documentation aussi automatisée que possible. Donc le choix de standard DDIL, j'y suis déjà passé, hein, mais c'est un standard qui est particulièrement adapté aux études longitudinales, qui permettent d'écrire les questionnaires et les données associées. On travaille avec l'INSEE, avec Sciences Po et Clinet pour la validation de ce choix, et on accompagne les cohortes dans la mise au standard DDIL de leur documentation existante. Pour conclure, donc, France Cohorte permet une démarche intégrée à toutes les étapes de la vie de la donnée d'une cohorte, propose des espaces sécurisés, souverains et performants. Donc c'est vrai que c'est de bout en bout, de la production et jusqu'à la mise à disposition de données sensibles, important d'avoir un espace sécurisé et performant. Le chaînage des données, l'utilisation primaire et secondaire des données, la valorisation, j'en ai parlé, l'accompagnement assez important sur la génération de métadonnées facilement trouvables, la mise en relation facilitée et l'autonomie sur la gouvernance des données. Voilà, j'en ai fini sur ma présentation.